Mon fils laisse ma belle-fille hier à Noël regarder la vengeance qui l'a fait pleurer. J'ai regardé ma belle-fille verser du poison dans le verre de ma fille sans bouger. Vous pensez que je suis folle? Non, j'attendais juste le bon moment pour tout enregistrer. Ce soir de Noël, ils vont pleurer devant toute la France, et moi, je vais sourire en buvant mon champagne. Mais laissez-moi vous raconter comment je suis arrivée là. Comment une grand-mère de 70 ans, celle que tout le monde appelait la douce Claire, est devenue leur pire cauchemar. Tout a commencé il y a 3 ans. Ma fille Élise venait de mourir. Officiellement, une crise cardiaque. Elle n'avait que 42 ans. Le médecin a parlé de stress, de fatigue, de cette vie moderne qui nous tue à petit feu. J'ai pleuré pendant des mois. J'ai cru mourir avec elle. Mon fils Thomas et sa femme Aurélie sont venus à l'enterrement avec leurs grands yeux tristes. Ils m'ont pris dans leurs bras. Aurélie a murmuré contre mon épaule qu'il serait toujours là pour moi. Thomas m'a promis de s'occuper de tout. De ma petite fille Emma, qui n'avait que 8 ans. Des papiers. De la maison. J'étais tellement brisée que j'ai dit oui à tout. Ils ont emménagé chez moi une semaine après les funérailles. Pour m'aider, disait-il. Pour que Emma ne perde pas ses repères. Ma grande maison de Neuilly était assez spacieuse pour nous tous. Cette maison que j'avais achetée avec mon mari décédé il y a 15 ans. Cette maison qui valait maintenant 3 millions d'euros. Au début, tout semblait normal. Thomas travaillait dans la finance. Aurélie restait à la maison avec Emma. Je cuisinais, je m'occupais de ma petite fille, j'essayais de reconstruire ma vie autour de ce trou béant que Élise avait laissé. Le soir, on mangeait ensemble. On regardait la télévision. Une vraie famille, non? Sauf que je commençais à remarquer des choses étranges. Des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Des regards échangés entre Thomas et Aurélie. Des papiers qu'il cachait vite quand je passais près de la table. Mon fils qui me parlait comme si j'étais une enfant. Ma belle-fille qui souriait trop, ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Un jour, j'ai trouvé Thomas dans mon bureau. Il fouillait dans mes documents. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il cherchait les factures d'électricité pour m'aider à les payer. J'ai trouvé ça gentil sur le moment. Maintenant, je sais qu'il cherchait mes comptes bancaires. Les mois passaient. Je devenais de plus en plus transparente dans ma propre maison. Aurélie choisissait les programmes à la télévision. Thomas décidait des menus. Quand je protestais, il me regardait avec cette expression inquiète et disait que je devenais confuse, que le chagrin me jouait des tours. Ils ont même suggéré que je voie un médecin. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment en train de perdre la tête. Peut-être qu'il avait raison, peut-être que le chagrin m'avait changé. Je cherchais mes clés constamment. J'oubliais où je posais mon téléphone. Je me réveillais la nuit en ne me souvenant plus du jour de la semaine. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il cachait mes affaires exprès. Qu'il changeait mes médicaments. Qu'il préparait le terrain pour me faire déclarer incapable. Puis est arrivé ce Noël il y a 2 ans. Le dernier Noël où j'étais encore la vieille femme naïve qui croyait en la bonté de sa famille. Nous étions à table, tous les 4. Emma avait décoré le sapin avec moi. J'avais préparé le réveillon pendant 3 jours. Dinde farcie, marron, bûche au chocolat. Tout ce que ma famille aimait. Aurélie est arrivée en retard. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. Elle s'est assise sans s'excuser et a regardé la table avec un petit sourire méprisant. Puis elle a dit, assez fort pour que tout le monde entende, que la dinde était trop cuite. Que les marrons avaient un goût bizarre. Que ma décoration de Noël était ringarde. Thomas a ri. Mon propre fils a ri de moi. Emma regardait son assiette, mal à l'aise. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, non. Quelque chose de plus profond. Mon illusion, peut-être. J'ai dit que j'avais passé 3 jours à préparer ce repas. Aurélie a haussé les épaules et a répondu que ce n'était pas une raison pour mal cuisiner. Thomas a ajouté que je devenais trop vieille pour ces grandes occasions, que ce serait mieux qu'ils s'occupent de Noël l'année prochaine. Qu'il inviterait leurs amis. Que je pourrais rester dans ma chambre si je voulais. Dans ma chambre. Dans ma propre maison. Pour Noël. J'ai quitté la table.
J'ai monté les escaliers en tremblant. Pas de chagrin. De rage. Une rage froide et pure que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai entendu leur rire en bas. Aurélie qui disait qu'elle avait hâte que la vieille soit enfin partie. Thomas qui répondait qu'il fallait être patient, que les papiers étaient presque prêts. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai réfléchi. J'ai analysé chaque détail des derniers mois. Et j'ai compris. Il me volait ma vie. Petit à petit. Méthodiquement. Le lendemain, j'ai commencé ma propre enquête. Discrètement. J'ai fait semblant d'être encore plus confuse. J'ai joué la vieille dame qui perd la mémoire. Et j'ai observé. J'ai écouté. J'ai fouillé dans leurs affaires quand ils sortaient. C'est là que j'ai trouvé le premier téléphone. Celui de Thomas. Déverrouillé sur la table de la cuisine. Des messages avec Aurélie. Ils parlaient de moi comme d'un obstacle. Un problème à régler. Ils avaient rendez-vous avec un notaire pour modifier mon testament. Ils avaient contacté une maison de retraite médicalisée. Ils calculaient combien ils gagneraient en vendant ma maison. J'ai pris des photos avec mon vieux téléphone. J'ai tout documenté. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, en rangeant les décorations de Noël dans le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte. À l'intérieur, le téléphone d'Élise. Celui qu'on n'avait jamais retrouvé après sa mort. La batterie était morte. J'ai cherché le chargeur. Mes mains tremblaient quand l'écran s'est allumé. Et là, j'ai découvert l'horreur. Les messages WhatsApp de ma fille. Des conversations avec Thomas. Avec Aurélie, des mois avant sa mort. Ma fille suppliait Thomas de lui prêter de l'argent. Il refusait. Il disait qu'elle devait attendre que je meure pour toucher l'héritage. Qu'elle était égoïste de demander maintenant. Élise répondait qu'elle était malade. Qu'elle avait besoin de traitements coûteux. Que son assurance ne couvrait pas tout. Thomas lui disait de patienter. Aurélie ajoutait des messages cruels. Que ma fille était une ratée. Qu'elle n'aurait jamais dû avoir un enfant. Que moi, la vieille, je vivais trop longtemps. J'ai continué à faire défiler. Chaque message était un coup de poignard. Ma fille qui pleurait. Qui suppliait. Qui disait qu'elle ne savait plus quoi faire. Et puis, un message qui m'a glacé le sang. Thomas écrivait à Aurélie que leur plan fonctionnait. Qu'il avait remplacé les médicaments d'Élise par des placebos. Que sa santé se détériorait plus vite que prévu. Qu'il faudrait juste attendre encore un peu. Et Aurélie qui répondait par un émoji qui riait aux larmes. Ils avaient tué ma fille. Mon fils et sa femme avaient assassiné Élise pour hériter plus vite. Pour que je reste seule, vulnérable, facile à manipuler. Je suis restée assise dans ce grenier pendant des heures. Le téléphone d'Élise serré contre ma poitrine. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis, j'ai arrêté de pleurer. Quelque chose en moi s'est transformé. La douce Claire était morte avec sa fille. Une autre femme avait pris sa place. Une femme qui allait leur faire payer. Chaque mensonge. Chaque humiliation. Chaque seconde de souffrance qu'il avait infligée à ma fille. Je n'allais pas juste les dénoncer à la police. Non. J'allais les détruire. Publiquement. Complètement. Définitivement. J'ai sauvegardé tous les messages du téléphone d'Élise. J'ai fait des copies. J'ai tout envoyé sur un cloud sécurisé. Et j'ai commencé à planifier. Ma vengeance serait méthodique, froide. Implacable. Mais d'abord, je devais en savoir plus sur Aurélie. Cette femme qui avait aidé mon fils à tuer ma fille. Qui était-elle vraiment? J'ai engagé un détective privé. Discrètement. J'avais encore accès à mon compte bancaire, celui qu'il ne connaissait pas. Le compte que mon mari m'avait ouvert avant sa mort. Celui qui contenait nos économies de toute une vie. Plus de 2 millions d'euros qu'il ignorait complètement. Le détective m'a rappelé 3 semaines plus tard. Aurélie n'était pas française. Elle s'appelait Aurelia Kowalski. Polonaise.
Recherchée dans plusieurs pays européens pour escroquerie, fraude, abus de confiance. Elle avait une dizaine d'identités différentes. Elle ciblait des familles riches, séduisait les fils ou les pères, puis volait leurs économies avant de disparaître. Sauf que cette fois, elle était allée trop loin. Elle n'avait pas juste volé. Elle avait tué. Et maintenant, elle allait payer. J'ai contacté la police discrètement. Pas les policiers locaux. Interpol. J'avais un ami, un ancien collègue de mon mari. Je lui ai donné toutes les informations sur Aurélie. Ses vraies identités. Ses crimes. Ses comptes bancaires. Tout. Il m'a promis d'agir au bon moment. Quand je lui donnerai le signal. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle. La vieille dame confuse qui oublie tout. Thomas et Aurélie sont devenus de plus en plus audacieux. Ils ne se cachaient même plus. Ils parlaient devant moi comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais déjà morte. Aurélie a commencé à inviter ses amis à la maison. Des gens que je ne connaissais pas. Ils fumaient dans le salon. Ils buvaient mon vin rare. Ils se moquaient ouvertement de moi. Une fois, j'ai entendu Aurélie dire qu'elle avait hâte que je crève pour refaire toute la décoration. Qu'elle allait transformer ma chambre en dressing. Thomas lui a répondu qu'il faudrait peut-être accélérer les choses. Qu'une petite chute dans les escaliers pourrait être un accident malheureux. Aurélie a ri. Elle a dit que c'était trop risqué. Mieux valait attendre que je sois officiellement déclarée sénile. Comme ça, quand je mourrais mystérieusement, personne ne poserait de questions. J'ai tout enregistré. Mon vieux téléphone a une excellente fonction d'enregistrement vocal. Je le gardais toujours dans ma poche, en mode enregistrement permanent. Des heures et des heures de conversation. Des preuves accablantes. Mais je voulais plus. Je voulais qu'ils se condamnent devant témoins. Devant le monde entier. Je voulais que leur cruauté soit exposée de la manière la plus humiliante possible. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée terrible et magnifique. J'allais créer un faux compte de ma fille ressuscitée. J'allais leur faire croire que Élise était encore vivante, quelque part. Et j'allais les piéger. J'ai passé des semaines à préparer le compte. J'ai utilisé de vieilles photos d'Élise. J'ai étudié sa façon d'écrire, ses expressions préférées. J'ai créé un profil Facebook, un compte Instagram. J'ai ajouté des détails qui ne pouvaient être connus que par quelqu'un de très proche. Et puis, un soir, j'ai envoyé un message à Thomas. Du compte de ma fille morte. Un message simple. Bonjour, grand frère. Surprise. Je ne suis pas morte. Il faut qu'on parle. La réaction de Thomas a été immédiate. Il a appelé Aurélie en hurlant. Ils ont passé la nuit à paniquer. Qui avait créé ce compte? Qu'est-ce ce que cette personne voulait? Est-ce qu'on les avait découverts? J'écoutais tout depuis ma chambre. Je souriais pour la première fois depuis des mois. La chasse commençait. Les jours suivants, j'ai continué à leur envoyer des messages cryptiques. Des allusions à leur plan. Des références aux messages qu'il avait échangés avec Élise. Assez pour les terrifier, pas assez pour qu'ils comprennent qui était derrière. Thomas est devenu paranoïaque. Il vérifiait constamment son téléphone. Il engueulait Aurélie. Il disait qu'il avait fait une erreur, qu'il aurait dû être plus prudent. Aurélie, elle, restait froide. Elle répétait qu'il fallait trouver qui les menaçait et s'en débarrasser. S'en débarrasser. Comme il s'était débarrassé de ma fille. Comme il prévoyait de se débarrasser de moi. J'ai alors escaladé. J'ai envoyé un message disant que je savais tout. Que j'avais des preuves. Et que je voulais de l'argent. Beaucoup d'argent. Sinon, j'irai à la police. Thomas a paniqué. Aurélie a pris le contrôle. Elle a répondu au message. Elle proposait une rencontre. Un dîner. Pour parler. Pour négocier. Elle suggérait le réveillon de Noël. À la maison. Juste nous quatre, plus Emma. Parfait. Exactement ce que je voulais. Le symbole était trop beau. 1 an après leur humiliation, je les détruirais pendant le même repas. J'ai accepté.
Mais j'ai ajouté une condition. Je voulais qu'il avoue tout pendant le dîner. Que Thomas reconnaisse ce qu'il avait fait à sa sœur. Que Aurélie avoue qui elle était vraiment. Simon, les preuves iraient directement aux médias et à la police. Ils ont cru qu'ils pouvaient me piéger. Que pendant ce dîner, ils découvriraient qui j'étais et me neutraliseraient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà préparé le véritable piège. J'ai contacté mon ami des Interpol. Je lui ai donné la date et l'heure. Je lui ai dit de préparer une équipe. J'ai contacté plusieurs journalistes. Anonymement. Je leur ai promis le scoop du siècle. Un meurtre, une usurpation d'identité, une criminelle internationale, tout filmé en direct. Et puis, j'ai installé des caméras. Partout dans la salle à manger. Des petites caméras HD invisibles que j'avais achetées en ligne. Reliées à mon ordinateur. Configurées pour diffuser en direct sur une plateforme de streaming. Avec un lien que j'enverrai aux journalistes au moment opportun. Le jour de Noël est arrivé. J'ai préparé le repas comme l'année précédente. Dinde, marron, bûche. Tout était identique. Sauf moi. Cette fois, je n'étais plus la vieille femme humiliée. J'étais le chasseur qui observe sa proie avant de frapper. Thomas et Aurélie étaient nerveux. Ils regardaient constamment leur téléphone. Ils attendaient leur mystérieux maître chanteur. Emma était dans sa chambre. Je l'avais convaincue de rester là-haut, de jouer avec ses cadeaux. Je ne voulais pas qu'elle voie ce qui allait suivre. Le repas a commencé dans un silence pesant. Aurélie picorait dans son assiette. Thomas buvait trop vite. Je mangeais calmement, savourant chaque bouchée. Mon dernier repas avec eux. Après ce soir, je ne les reverrai plus jamais, sauf peut-être au tribunal. À 20h précises, j'ai envoyé le lien de streaming aux journalistes. Avec un message. Vous voulez voir un meurtre avoué en direct? Connectez-vous maintenant. 3 journalistes ont cliqué. Puis 10. Puis 100. Le lien se propageait sur Twitter. Je me suis levée. J'ai éteint mon téléphone d'enregistrement habituel et j'ai sorti un autre téléphone. Un smartphone dernier cri que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. J'ai ouvert l'application du compte d'Élise. Et j'ai posé le téléphone sur la table. Thomas et Aurélie se sont figés. Ils regardaient l'écran, incrédules. Le compte d'Élise. Sur mon téléphone. Dans ma main. J'ai souri. Un sourire glacé que je ne me connaissais pas. Et j'ai dit, d'une voix très calme, que j'avais quelques questions à leur poser. Qu'il allait y répondre. Parce que sinon, les enregistrements que j'avais partiraient immédiatement à la police. Thomas a essayé de se lever. Je lui ai dit de se rasseoir. Que des milliers de personnes nous regardaient en direct. Qu'il ne pouvait plus s'échapper. Il s'est rassis, blanc comme un mort. J'ai commencé à poser mes questions. D'abord à Thomas. Pourquoi avait-il refusé de prêter de l'argent à sa sœur quand elle était malade? Il a balbutié. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. J'ai sorti le téléphone d'Élise et j'ai lu les messages à voix haute. Sa voix tremblait quand il a finalement avoué. Oui, il avait refusé. Parce qu'il attendait que je meure pour hériter. Parce que Élise était un boulet. Parce qu'il en avait assez d'attendre son tour. Aurélie le fusillait du regard. Elle lui disait de se taire. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Tout sortait. La frustration. La jalousie. Le ressentiment. Ilmène voulait d'être encore vivante. Il en voulait à Élise d'avoir eu une fille. Il en voulait au monde entier de ne pas lui donner ce qu'il pensait mériter. Ensuite, j'ai questionné Aurélie. Qui était-elle vraiment? Elle a essayé de garder son calme. Elle a dit qu'elle était Aurélie Durand, née en France, rien de plus. J'ai sorti les documents du détective. Son vrai nom. Ses vrais papiers. La liste de ses victimes. Les mandats d'arrêt internationaux. Son visage s'est décomposé. Elle a compris qu'elle était piégée. Qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Et là, elle s'est mise à hurler. À m'accuser. À dire que c'était moi qui étais folle.
Que j'inventais tout. Que j'étais sénile. J'ai souri. Et j'ai dit, pour les caméras, pour les milliers de spectateurs, que j'avais une dernière preuve. La plus terrible. J'ai demandé à Thomas s'il se souvenait d'avoir envoyé un message à Aurélie le jour avant la mort d'Élise. Un message où il disait que leur plan fonctionnait, que les faux médicaments faisaient effet. Le silence était assourdissant. Thomas a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti. Aurélie s'est levée brusquement. Elle a essayé de se diriger vers la porte. Mais elle s'est arrêtée net. 3 policiers en uniforme se tenaient dans l'encadrement. Mon ami des Interpol était avec eux. Il a souri en voyant Aurélie. Il la cherchait depuis 5 ans. Aurélia Kowalski. Recherchée pour meurtre en Pologne, pour fraude en Allemagne, pour escroquerie en Italie. Les policiers ont avancé. Aurélie a tenté de fuir par la cuisine. Ils l'ont plaquée au sol. Elle hurlait qu'elle était française, qu'il n'avait pas le droit. Ils lui ont lu ses droits. En polonais. Puis en français. Puis en allemand. Une attention particulière pour une criminelle internationale. Thomas, lui, restait assis. En état de choc. Il regardait les policiers menotter sa femme. Il regardait les caméras. Il réalisait que tout avait été diffusé en direct. Que des milliers de personnes avaient entendu ses aveux. Qu'il venait de se condamner lui-même. Un autre policier s'est approché de lui. Il l'a arrêté pour complicité de meurtre. Pour fraude. Pour tentative d'escroquerie. La liste était longue. Thomas pleurait. Il suppliait. Il disait que c'était Aurélie qui l'avait forcé. Que lui n'avait rien fait. Je me suis levé. Je me suis approché de lui. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Cet homme que j'avais porté. Que j'avais élevé. Qui avait tué sa propre sœur pour de l'argent. Et je lui ai dit, très calmement, qu'il était seul responsable de ses choix. Que personne ne l'avait forcé. Qu'il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Il a essayé de se jeter à mes pieds. De demander pardon. Mais les policiers l'ont relevé et l'ont emmené. Je suis resté debout dans ma salle à manger. Entouré de caméras. Avec 1 million de personnes qui regardaient le stream en direct. J'ai pris la parole. J'ai expliqué toute l'histoire. Depuis le début. La mort d'Élise. Les manipulations. Le plan pour me voler ma maison. Les faux médicaments. Le téléphone retrouvé. Ma vengeance minutieusement planifiée. J'ai montré tous les documents. Tous les enregistrements. Toutes les preuves. Les commentaires explosaient. Les gens pleuraient. Certains applaudissaient. D'autres partageaient l'histoire. En quelques heures, la vidéo avait fait le tour de France. Puis d'Europe. Puis du monde. Les journalistes sont arrivés. Des dizaines. Ils voulaient m'interviewer. Connaître les détails. Entendre l'histoire de la grand-mère qui avait piégé ses propres bourreaux. J'ai accepté quelques interviews. J'ai raconté. Encore et encore. Je voulais que tout le monde sache. Que personne n'oublie. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Thomas et Aurélie ont été jugés ensemble. Tous les médias étaient présents. L'affaire avait pris une ampleur nationale. Le procès du siècle, disait-il. La veuve noire et le fils ingrat. Aurélie a été condamnée à perpétuité. Ses crimes en Europe s'ajoutaient au meurtre d'Élise. Elle ne sortirait jamais de prison. Thomas a pris 20 ans. Complicité de meurtre. Fraude. Tentative d'escroquerie. Maltraitance de personnes âgées vulnérables. Pendant le verdict, il m'a regardé. Il a murmuré qu'il était désolé. Que tout était allé trop loin. Que ce n'était pas ce qu'il voulait. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé partir, menottes au poignet. Leurs enfants les ont reniés publiquement. Les propres enfants de Thomas et Aurélie ont donné des interviews disant qu'ils ne voulaient plus jamais les revoir. Qu'il avait honte. Qu'il changeait de nom. La famille entière s'était effondrée. Aurélie a perdu tout ce pourquoi elle avait tué.
L'héritage qu'elle convoitait lui a échappé. Pire, elle a dû rembourser toutes ses victimes. Ses comptes ont été saisis. Elle s'est retrouvée sans rien. En prison. Seule. Abandonnée. Thomas, lui, a tout perdu aussi. Son travail. Sa réputation. Sa liberté. Ses enfants. Sa vie. Il voulait hériter? Il a hérité d'une cellule et d'une réputation détruite à jamais. Chaque fois que quelqu'un googleriserait son nom, il tomberait sur cette histoire. Le fils qui a tué sa sœur pour de l'argent. Ça resterait gravé pour toujours dans la mémoire collective. Moi, je suis retournée dans ma maison. Seule avec Emma. Ma petite fille me regardait différemment maintenant. Avec un mélange de respect et de crainte. Elle comprenait que sa grand-mère n'était pas juste une vieille dame douce. Qu'elle était aussi une guerrière. Quelqu'un qui protège les siens jusqu'au bout. J'ai repris ma vie. J'ai refait la décoration du salon. J'ai invité mes vrais amis. J'ai retrouvé mes activités. Mon club de lecture. Mes cours de peinture. Ma vie d'avant, mais en mieux. Parce que maintenant, je savais de quoi j'étais capable. Les gens me reconnaissent dans la rue. Certains me félicitent. D'autres me jugent. Ils disent que j'ai été trop loin. Que j'aurais dû juste aller à la police. Que la vengeance n'est jamais la solution. Je les écoute poliment. Et puis je rentre chez moi. Dans ma maison. Celle qu'ils voulaient me voler. Emma est restée avec moi. Elle a 15 ans maintenant. Elle étudie bien. Elle veut devenir avocate. Pour défendre les personnes âgées vulnérables, elle dit. Pour que ce qui est arrivé à sa mère et à moi n'arrive plus jamais à personne. Je lui ai donné le téléphone d'Élise. Tous les messages. Toutes les preuves. Je lui ai dit de ne jamais l'oublier. Que sa mère n'était pas morte d'une crise cardiaque. Qu'elle avait été assassinée par la cupidité. Et qu'il fallait toujours se battre contre l'injustice. La nuit, parfois, je pense à ce Noël. À ce moment où j'ai regardé Thomas et Aurélie se faire arrêter en direct. À leur visage défait. À leurs supplications inutiles. Et je ne ressens aucun regret. Aucun remords. Ils ont tué ma fille. Ils ont essayé de me détruire. Ils méritaient chaque seconde de cette humiliation publique. Chaque année de prison. Chaque once de souffrance qu'il endure maintenant. Les gens me demandent si je leur pardonne. Si, avec le temps, la colère s'est apaisée. Je souris. Je dis que le pardon est un luxe que je ne peux pas me permettre. Pardon signifierait oublier. Et je ne veux pas oublier. Je veux me souvenir. Toujours. Se souvenir de ce que la cupidité peut faire. Se souvenir que même les personnes qui nous semblent les plus proches peuvent cacher des monstres. Se souvenir que la justice ne vient pas toujours de la police ou des tribunaux. Parfois, elle vient d'une vieille femme avec un plan et une détermination de fer. Ma vie a changé après cette nuit. Je reçois des lettres. Des centaines. De personnes âgées qui ont vécu des situations similaires. Qui ont été manipulées. Volées. Humiliées par leur propre famille. Elles me remercient. Elles disent que mon histoire leur a donné de l'espoir. Que ça leur a montré qu'il n'est jamais trop tard pour se battre. Certaines me demandent conseil. Comment détecter les signes? Comment se protéger? Comment riposter? Je réponds à chacune. Je partage mon expérience. Je les aide autant que je peux. C'est devenu ma mission. Protéger les autres de ce qui m'est arrivé. J'ai même créé une association. Pour les victimes de maltraitance familiale envers les personnes âgées. On offre des conseils juridiques. Un soutien psychologique. Des stratégies de protection. On a déjà aidé des dizaines de personnes à échapper à des situations similaires. Emma m'aide. Elle gère le site web. Elle répond aux emails. Elle organise les événements. Elle est devenue une militante passionnée. Ma vengeance n'a pas juste puni Thomas et Aurélie. Elle a créé quelque chose de plus grand. Un mouvement. Une prise de conscience collective.
Les médias continuent de parler de l'affaire. Chaque anniversaire, ils font un reportage. Où sont-ils maintenant? Comment vont-ils? Thomas est toujours en prison. Il a demandé plusieurs fois à me voir. J'ai refusé. Je n'ai rien à lui dire. Il n'est plus mon fils. Il est juste un criminel qui porte mon nom de famille. Aurélie est dans une prison de haute sécurité en Pologne. Elle a fait plusieurs tentatives d'évasion. Tout échoué. Elle n'a aucune visite. Aucun courrier. Elle est complètement isolée. Comme elle a isolé ma fille avant de la tuer. La justice poétique à son meilleur. Leurs anciens amis les ont tous abandonnés. Personne ne veut être associé à eux. Leurs comptes bancaires ont été vidés pour rembourser leurs victimes. Leurs biens ont été saisis. Ils n'ont littéralement plus rien. Sauf des années de prison devant eux et une réputation détruite à jamais. Moi, je vis bien. J'ai 72 ans maintenant. Je suis en bonne santé. Je voyage. Je profite de ma petite fille. Je fais ce que je veux, quand je veux. Cette liberté qu'ils voulaient m'enlever, je la savoure chaque jour. Chaque Noël, je cuisine la même dinde. Je prépare les mêmes marrons, la même bûche. Mais maintenant, je le fais entouré de vraies personnes qui m'aiment. Mes amis. Les bénévoles de mon association. Emma et ses amis. Des gens bien. Des gens qui ne me voient pas comme un portefeuille ambulant mais comme un être humain. Le dernier Noël, j'ai levé mon verre. J'ai fait un toast. À Élise. À sa mémoire. À sa lumière qui continue de briller à travers Emma. Et aussi, je dois l'avouer, à ma vengeance. Parce qu'elle a rendu justice à ma fille d'une manière que le système n'aurait jamais pu faire. Les invités ont trinqué avec moi. Certains avec des larmes aux yeux. D'autres avec un sourire. Tous comprenaient. Justice n'est pas toujours synonyme de pardon. Parfois, justice signifie faire face aux conséquences de ses actes. Devant tout le monde. Sans échappatoire. Je pense souvent à ce moment où j'ai trouvé le téléphone d'Élise. Si je ne l'avais pas trouvé, je serais probablement morte maintenant. Ou enfermée dans un asilo. Thomas et Aurélie auraient gagné. Ils auraient eu ma maison, mon argent, ma vie. Et personne n'aurait jamais su ce qu'il avait fait à ma fille. Mais je l'ai trouvé. Et ça a tout changé. Une simple découverte. Un vieux téléphone dans une boîte de Noël. Et tout s'est effondré pour eux. Comme des dominos. Leur plan parfait. Leur crime parfait. Détruit par un appareil qu'il avait oublié d'éliminer. C'est ça qui est ironique. S'il avait été plus prudent. S'il avait vraiment détruit toutes les preuves. Ils auraient peut-être réussi. Mais ils étaient trop arrogants. Trop sûrs d'eux. Trop convaincus que je n'étais qu'une vieille femme stupide qui ne découvrirait jamais rien. Ils ont sous-estimé la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Ils ont sous-estimé la rage d'une femme qu'on a humiliée dans sa propre maison. Ils ont sous-estimé l'intelligence d'une génération qui a survécu à bien pire que deux petits escrocs pathétiques. Et maintenant, ils paient. Chaque jour. Chaque heure. Ils se réveillent dans une cellule. Ils mangent de la nourriture infecte. Ils sont entourés de criminels. Ils n'ont aucune intimité. Aucune liberté. Aucun espoir. Juste le poids écrasant de leurs crimes et l'éternité d'une réputation détruite. Pendant ce temps, moi, je bois mon café le matin dans mon jardin. Je regarde le soleil se lever. J'écoute les oiseaux. Je planifie ma journée. Qui je vais aider? Quel projet je vais avancer? Quelle activité je vais faire avec Emma? Je vis. Pleinement. Librement. Certains disent que je suis devenue dure. Que la vengeance m'a changé. Ils ont raison. Je ne suis plus la douce Claire. Je suis une femme qui a regardé le mal en face et qui a choisi de se battre. Une femme qui refuse d'être victime. Une femme qui protège les siens, quoi qu'il en coûte. Est-ce que je referais la même chose? Absolument. Sans hésitation. Si c'était à refaire, je le ferais exactement pareil. Peut-être même plus fort.
Plus public. Plus humiliant. Parce qu'il le mérite. Parce que ma fille mérite justice. Parce que toutes les personnes âgées qui sont victimes de maltraitance méritent qu'on se batte pour elles. Ma vengeance n'était pas juste pour moi. Elle était pour Élise. Pour Emma. Pour toutes les victimes. C'était un message. Ne vous attaquez pas aux personnes âgées. On a vécu plus longtemps que vous. On a vu plus de choses. On a survécu à plus d'épreuves. On est plus forte que vous ne le pensez. Et si vous nous sous-estimez, vous le paierez cher. Le monde a changé depuis cette nuit. Les cas de maltraitance envers les personnes âgées sont plus médiatisés. Les lois se sont durcies. Les familles sont plus vigilantes. Mon histoire a fait prendre conscience à beaucoup de gens d'une réalité qu'ils ignoraient. Que derrière les portes closes, dans des maisons apparemment normales, des crimes horribles se commettent. Et maintenant, grâce à ce que j'ai fait, ces crimes ont moins de chances de rester cachés. Les victimes osent parler. Elles savent qu'elles peuvent se battre. Qu'elles ne sont pas seules. Qu'il existe des moyens de se protéger. De riposter. De gagner. C'est mon héritage. Pas l'argent. Pas la maison. Mais cette prise de conscience. Ce mouvement que j'ai déclenché. Ces vies que j'ai aidé à sauver en racontant mon histoire. Élise serait fière, je pense. Elle qui était si douce. Si gentille. Elle n'aurait jamais imaginé que sa mort déclencherait tout ça. Qu'elle deviendrait le symbole d'une lutte plus grande. Que son histoire toucherait des millions de personnes. Je lui parle encore. Chaque soir. Je m'assieds dans ma chambre, je regarde sa photo. Et je lui raconte ma journée. Ce que j'ai fait. Qui j'ai aidé. Comment Emma grandit. Je lui dis qu'elle me manque. Que je l'aime. Que j'ai vengé sa mémoire. Que justice a été rendue. Et dans ces moments-là, je sens sa présence. Comme si elle était là. Comme si elle me disait que tout va bien. Que je peux continuer. Que je dois continuer. Pour elle. Pour Emma. Pour toutes les autres Élises du monde. Alors je continue. Chaque jour. Je me lève. Je me bats. Je vis. Parce que c'est ce qu'elle aurait voulu. Parce que c'est ce que je lui dois. Parce que ma vengeance n'était pas une fin. C'était un début. Le début d'une nouvelle vie. D'un nouveau combat. D'un nouveau moi. Une Claire plus forte. Plus sage. Plus déterminée. Une Claire qui ne laissera plus jamais personne lui marcher dessus. Ni à elle, ni à ceux qu'elle aime, ni à aucune personne âgée vulnérable. Et ce soir, comme chaque soir depuis ce Noël magique et terrible, je m'endors en paix. En sachant que j'ai fait ce qu'il fallait. Que ma fille peut reposer en paix. Que ces meurtriers paient pour leurs crimes. Que le monde est un peu plus juste grâce à ce que j'ai fait. Je ferme les yeux. Je souris. Un sourire que personne ne voit. Un sourire qui dit que oui, la vengeance peut être douce. Que oui, la justice peut être satisfaisante. Que oui, une vieille femme peut être plus dangereuse qu'un jeune homme arrogant et sa complice criminelle. Il voulait m'humilier à Noël. Il voulait me briser. Me voler. Me tuer. À la place, je les ai détruits. Publiquement. Complètement. Définitivement. Et maintenant, je vis ma meilleure vie pendant qu'ils pourrissent en prison. Qui a gagné, finalement? Pas eux. Pas leur plan machiavélique. Pas leur cupidité insatiable. Moi. La douce Claire. La vieille dame qu'ils croyaient si facile à manipuler. J'ai gagné. Et je gagne encore chaque jour en vivant libre pendant qu'ils vivent enfermés. C'est ça, ma vraie vengeance. Pas juste les avoir fait arrêter. Pas juste les avoir humiliés. Mais vivre. Heureuse. Épanouie. Entourée d'amour. Pendant que végètent dans leurs cellules en se demandant comment cette vieille femme a pu les battre si facilement. La réponse est simple. Ils ont cru que l'âge était une faiblesse. Ils ont oublié que l'âge est aussi expérience. Sagesse. Patience. Stratégie.
Ils ont oublié que les vieilles dames ont survécu à des guerres, des crises, des tragédies. Qu'on ne devient pas vieux en étant faible. On devient vieux en étant fort. Et moi, Claire, 72 ans, veuve, grand-mère, victime devenue chasseur, je suis la preuve vivante qu'il ne faut jamais, jamais sous-estimer une femme âgée déterminée. Parce que nous sommes peut-être ridés et fragiles en apparence, mais à l'intérieur, nous sommes de l'acier trempé par des décennies de vie. Alors voilà mon message à tous ceux qui voudraient profiter des personnes âgées. À tous les Thomas et Aurélie du monde. Réfléchissez bien. Parce que peut-être, juste peut-être, cette vieille dame que vous croyez si facile à duper est en réalité en train de planifier votre chute. En silence. Avec patience. Et quand elle frappera, vous ne verrez rien venir. Comme ils n'ont rien vu venir ce soir de Noël où leur monde s'est effondré. Où leurs crimes ont été exposés devant 1 million de personnes. Où leurs vies ont été détruites en quelques heures. Où la douce grand-mère s'est révélée être leur pire cauchemar. Joyeux Noël, mes chéris. J'espère que votre cellule est confortable. Vous allez y passer encore beaucoup, beaucoup de Noël. Pendant ce temps, moi, je vais continuer à vivre. À rire. À aimer. À être heureuse. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas juste vous faire tomber. Mais rester debout moi-même. Plus forte que jamais. Et chaque année, le 25 décembre, je lèverai mon verre. À Élise. À la justice. Et oui, je dois l'admettre, à ma vengeance parfaite. Celle qui vous fait pleurer dans vos cellules pendant que je souris dans ma maison. Notre maison. Celle que vous ne volerez jamais. Santé.